Bonjour chers amis congolais, bonjour Jim Djunga Podampolo Pene Djunga Penelongengo, président de Unique France. Voilà, je viens vers vous pour parler un peu de deux sujets qui nous intéressent, qui sont très importants, et démontrer que la non-existence de l'État est un problème qui devient, ou qui est déjà très très grave, mais là qui devient tellement grave qu'il y a une urgence de changement de régime au Congo. C'est là. On peut pas, peuple congolais, continuer comme ça parce que là, ce n'est pas possible. Je vais parler de deux sujets pour montrer vraiment que cette inexistence de l'État pose de véritables problèmes. Je vais d'abord rendre hommage à mon frangin Aimé Foukemene qui nous a quittés il y a plus d'un mois aujourd'hui. Je voulais dire que c'était un homme charismatique, un homme très intelligent, un homme qui était exemplaire sur tout le point, quelqu'un qui avait la capacité de porter le monde, c'est-à-dire qu'on a un problème, on va voir Aimé Foukemene, il apporte la solution. C'est quelqu'un qui a éduqué des enfants pour la République démocratique du Congo, mais par quantité. C'est vraiment un papa africain. En tout cas, Aimé, là où tu es, sache que nous, on ne t'oubliera jamais et que nous transmettrons ton message aux futures générations qui vont continuer à ne pas t'oublier. Repose en paix. Nous sommes le 14 mai. Hein, nous sommes le 14 mai. Donc on est pratiquement à la moitié du mois de mai. Et là, il se passe des choses au Congo qui sont totalement inacceptables parce que nous vous parlons depuis au moins 3 ans de l'absence, de la non-existence de l'État au Congo, malgré les pseudo-nominations que nous avons vues. On a un président de la République démocratique du Congo dont le directeur de cabinet qui est l'alter ego du président finalement, celui qui reste dans la coulisse, ou les coulisses, qui vient d'être arrêté pour malversation financière, détournement de fonds, de fonds publics, ce qui est très très grave, ce qui est dans l'ordre, dans la destruction de la crédibilité de la République démocratique du Congo. Alors moi, lorsque je dis qu'il n'y a pas d'État et que je dis ça ne vaut pas la peine qu'on fasse des débats avec qui que ce soit là, parce que si ces gens avaient vraiment fait des débats, ben faisons le débat de leur illégitimité et qu'ils partent. Mais là, nous sommes obligés quand même d'apporter quelques informations aux Congolais dans la décision que nous avons prise à l'intérieur du mouvement de l'unité congolaise avec le leadership de Dr Georges Alula, de sensibiliser les masses, d'éduquer les Congolais. Je suis d'une famille de professeurs et de maîtres et d'instituteurs. Donc, vous voyez. En tout cas, l'unité nationale et intégrité du Congo est là pour ça. Et lorsque je parle de l'unité nationale et de l'intégrité du Congo, le sujet que je vais traiter tombe à point. J'ai vu beaucoup d'informations qui ont été distribuées concernant l'occupation de 30 km² du territoire congolais, en tout cas au moins, par l'armée zambienne. Une armée zambienne qui serait entrée dans le Congo et qui occupe un territoire de 30 km². Donc la Zambie n'a plus 780 000 km², mais 780 030 km², selon ces informations-là. Et nous avons vu que les gens qui aiment bien faire des émissions alarmistes ont commencé à déblatérer, à débattre sur ces sujets-là, sans frein. C'est-à-dire, on parle d'un sujet qui est un sujet éminemment judiciaire, juridique, conventionné par des traités internationaux, etc. Non, on en parle comme si c'était ah, ça y est, la Zambie a fait, il faut la Zambie a agressé le Congo, la Zambie. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes dans la passion avec le Congo, c'est vrai que c'est terrible, mais il faut toujours savoir garder raison et vouloir savoir la réalité. Le Congo est un pays occupé par les Tutsis rwandais. L'intérêt de tous ces Rwandais est que le Congo éclate de partout. Comme ça, eux, ils vont légitimer leur action de rester dans la direction de ce Congo qui éclate de partout. Et qu'ils disent, bon voilà, on vous a prouvé. Deux, il y a une grande puissance
puissance que personne n'ose dénoncer là. Il y a une grande puissance, que moi non plus je ne citerai pas, mais je vous dis, qui s'est engagé face à Léopold II il y a plus de 100 ans, à revenir dans le Congo quand il veut, quand il décidera pour prendre tout ce qu'il veut, partir sans rendre de compte à qui que ce soit. À l'époque, c'était l'État indépendant du Congo, qui était une propriété privée du roi Léopold II de Belgique. Dans le cas de sa mission civilisatrice, je ne fais pas d'autres commentaires. Donc c'est dans ce cadre-là. Et là, nous avons un Congo qui est indépendant depuis 1960. Et donc, ce genre de bandits, je sais pas quoi, de banditisme d'État appliqué aux moyens à coups de canon, à coups de fausses déclarations qu'on faisait lire en anglais à une personne qui n'a jamais lu l'anglais. Si on prenait des textes en Swahili ou en Kikongo ou en Chiluba ou en Ngombe ou en Mbaka, qu'on mettait à la face d'un roi ou d'un chef européen pour qu'il cède tout son territoire selon ce que nous avons écrit dans cette langue-là, il aurait été dans le même cas. Dans le même cas. Et là, on a amené des documents en français que personne ne comprenait et on a dû signer avec l'armée et les armes comme ça. Et tu signes. Et puis on prend ça, on va brandir, on a obtenu les signatures. La réalité, elle est là. Et donc, c'est cette réalité-là qui est à la base de l'occupation du Congo par les Tutsis rwandais, parce que cette puissance est toujours derrière les Tutsis rwandais. Et donc, cette puissance est derrière la Zambie. Pourquoi je parle de la Zambie avec autant de précautions historiques? Et parce que les Congolais, des fois, oublient de lire l'histoire. Mais moi, je dis, il faut lire l'histoire. Surtout vous, les journalistes qui faites des émissions à tire-larigot, vous faites parler le plus bas instinct des Congolais, ce qui n'apporte pas la solution souvent. Il faut plutôt sensibiliser les gens pour que les gens soient solidement outillés et leurs revendications seront encore beaucoup plus construites et beaucoup plus fortes. Donc là, c'est quelqu'un qui va crier lorsqu'on va l'attraper, dire qu'est-ce que tu veux? Oui, les Zambiens sont entrés à la frontière. Mais non. Il faut qu'ils soient outillés. C'est le travail que nous faisons. Et moi, je pense que toutes ces émissions qui ont été faites pour que les gens s'expriment en étant vengeurs, en demandant la vengeance, tout ça, c'est bien, mais c'est pas construit. C'est improductif. C'est ce que cette puissance et ses amis attendent des Congolais. C'est des réactions qu'ils appellent épidermiques, de l'instinct. Donc voilà, donc je voulais clarifier ça. Donc là, la Zambie, c'est quoi la Zambie? Il faut vous rappeler que la Zambie, c'est le pays qui s'appelait Rhodésie du Nord. La Rhodésie du Sud, c'est Zimbabwe. D'accord? Qui est devenu Zimbabwe. Donc la Rhodésie du Nord, c'est le pays avec lequel Tshombe, lorsque les Belges et leurs amis, certaines puissances, les ont poussés vers l'indépendance du Katanga, avec toute la magouille que j'ai commencé à expliquer, il y avait des négociations entre cette puissance, la Zambie, qui était sa colonie, et Tshombe. Moi, j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi quitter un État de 2 400 000 km² pour aller créer un État enclavé d'1 200 000, parce que la Zambie, c'est 780 000 km². Katanga, c'est environ 497 000. Ça a donné 1 200 000 à peu près, quoi. Enclavé dans ce sens-là. Et avoir des problèmes avec le Congo. Donc, cette affaire a capoté complètement, comme vous savez, et les autres n'ont jamais renoncé, c'est-à-dire cette puissance n'a jamais renoncé. C'est elle qui est derrière les Tutsis rwandais,
Donc, toi, c'est un des grands soutiens des Tutsis rwandais, dans les actions négatives économiques qui sont menées au Congo. Elle est très présente, soit directement, soit par des entreprises intermédiaires venant d'autres pays, mais qui sont dans cette stratégie-là. La stratégie de piller le pétrole du Congo à Bunia, où on massacre les gens tous les jours, dans la région du Haut-Zaïre, dans le district de Pachopo, mais qui est dans la région de Mambasa, Mugwere, Bunia, et tu montes un peu jusque vers Faradje. C'est toujours eux, parce que la cuvette centrale, elle débute juste après les montagnes, la cuvette centrale est là. D'accord. Et donc voilà, donc il y a tout ça. Le pétrole est sous la cuvette centrale. Et vous savez qu'entre notre pays, le Congo, et les pays d'Afrique de l'Est, il y a ce qu'on appelle le Rift Valley. La vallée du Rift. C'est cet éclatement de la terre africaine qui sépare. Il y a un morceau de l'Afrique qui est lié au mouvement tectonique de la plaque. Là, beaucoup sont perdus, là. Mouvement tectonique de la plaque indienne. C'est-à-dire, sur Terre, il y a des plaques qui se frottent entre eux. Hein? Et la plaque qu'on appelle de l'indienne, l'océan Indien, et la plaque s'est détachée de l'Afrique il y a des millions d'années, lorsque c'était le Gondwana, et qui est montée jusqu'à aller taper là où on a aujourd'hui, par le choc qui était terrible, les montagnes sont montées jusqu'à 8000 mètres. Le choc a fait que la terre est montée comme ça, et ça fait Himalaya, toute la chaîne d'Himalaya, et qui continue jusqu'en Asie centrale, pratiquement jusque l'Irak, enfin la fin c'est Irak, mais Afghanistan plus. Donc voilà. Et donc cette plaque-là, c'est la plaque eurasienne qui frotte. Et donc, par un de ces mouvements, il est en train d'éclater depuis Djibouti, et la côte, on appelle la côte de l'Afrique. Cette côte de l'Afrique est en train de se détacher du continent. Dans 10 millions d'années, vous et moi, on ne sera pas là. Cette partie de l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, pardon, à partir de Djibouti, qui coupe tous les lacs qui sont à l'est du Congo jusqu'au lac Malawi. Et là, si vous regardez sur la carte, ça fait un arc comme ça qui va de la mer Rouge et qui tourne comme ça, touche tout ce coin du Congo et déchire jusqu'à Mozambique. Et donc, cette partie-là sera détachée de l'Afrique. Et elle a cette particularité, veut dire, c'est pas justement toute la partie africaine où se trouve la cuvette centrale avec tout le pétrole, etc. Et l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ces entreprises s'installent en face en Ouganda et essayent de siphonner le pétrole comme ils peuvent, etc., etc. Donc, je descends plus bas au sud. Là, on a la Zambie. Et avec la Zambie, on n'a pas eu de gros problèmes. Même à l'époque de Mobutu, le président Kaunda, on n'a pas eu de gros problèmes. Le président Kaunda a laissé Kabila agir comme il voulait, mais c'était stratégique des États à l'époque. Kabila qui était quelqu'un d'après les séparations qui étaient liées à la gauche, mais qui est ambigu, mais soutenu par Kaunda qui était un peu plus à gauche, etc., etc. Et donc il y a eu des petites affaires, mais pas plus. Mais là, on nous parle de violation des territoires. Moi, je donnerai une information où je pense que la bagarre a commencé là, parce qu'elle existe depuis longtemps. Le lac Muero, qui est entre le lac Tanganyika au nord-est, le lac Bangweolo au sud-est. Et les deux derniers lacs sont liés par une rivière, c'est-à-dire le lac Bangweolo est lié. Le lac Bangweolo est une des sources du fleuve Congo. Lorsqu'on vous dit que le fleuve Congo a plus de 4700 km, ça vient de là-bas. Le lac Bangweolo est assis dans une région marécageuse qui commence au nord
vers le lac Mwero, donc sur à peu près 500 km. Et donc, plus bas, là, on a vraiment des marécages. Je commence. Donc, le lac Bangwelo, les eaux du lac Bangwelo sont amenées vers le lac Mwero. C'est le sens de circulation de l'eau. Donc, sur à peu près 400 km jusqu'au lac Mwero. Et le lac Mwero, du lac Mwero à la ville de Puerto, sort ce qu'on appelle la rivière Louvois. La Lukunga, c'est la première rivière qui va de Bangwelo à Mwero, vers le nord, et toujours vers le nord, mais vers le nord-ouest, pour aller tomber dans le Lualaba fleuve Congo. La Louvois prend les eaux du lac Mwero, Bangwelo, et les amène là-bas. Il n'y a pas de connexion entre le lac Mwero et le lac Tanganyika, qui se trouve à 190 km au nord-est. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de ruisseau qui connecte ces deux lacs-là. Et là, on ne saura pas quel sens aurait l'eau. Si ça va vers le sud, c'est que le lac Tanganyika viderait aussi ces réseaux-là, mais les eaux du lac Tanganyika, depuis 1878, vont maintenant vers le fleuve Congo. Avant, il n'y allait pas. Bref, si vous prenez une carte, vous mettez tout ce que je viens de dire, vous verrez que ça aurait sa place. Le lac Mwero a la particularité de ne pas être immense, c'est 5000 km². Bon, c'est déjà grand, vous imaginez, c'est la taille du duché de Luxembourg multiplié par 2. 2 fois le duché de Luxembourg. Et donc 5000 km², un sixième de la Belgique. Et le lac Bangwelo, le lac Mwero a une profondeur entre 12 et 15 mètres. Donc, il y a 60 000 mètres cubes, kilomètres cubes ou mètres cubes, 60 000 mètres cubes d'eau. Ouais. Et là, je prends quelque chose qui nous intéresse, c'est que 60 000 km cubes. Enfin, vérifier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ce lac-là est très poissonneuse, très très poissonneuse. Il y a eu quelques batailles entre les gens de Puerto et les gens de l'autre côté qui sont la même ethnie. Bref, du côté de Zambie et de l'autre côté, c'est la même ethnie. Ce sont les mêmes ethnies qui sont dans cette frontière-là, de toute façon. Parce que c'est une frontière arbitraire. Donc, ça séparait des familles et des clans, etc. Et donc, c'est suite à ces bagarres-là qu'il y aurait eu, selon les Zambiens, une entrée de population congolaise au Congo pour aller récupérer des richesses là-bas. Et donc, est-ce que la Zambie avait prévenu l'État congolais de cet état de choses? Connaissant le fonctionnement de la Zambie, qui est un pays qui a eu une continuité d'État, de l'État, depuis l'indépendance. Ça n'a jamais manqué. Alors que nous, le Congo, nous n'avons plus d'État depuis 2001. On n'a plus d'État. On n'a pas d'État, on a une absence totale de l'État. On a déstructuré administrativement le Congo de telle sorte à avoir une sorte de potentat dirigé par des gens qui sont là, soi-disant élus, mais nommés par le pouvoir. Dans cette région-là, dans le territoire de Puerto, hein, on a le territoire de Puerto, on a le territoire de Mwero, dans ce coin-là. D'accord? Et ça se trouve dans la région du Katanga, district du Katanga. Où est le type qui est chef là-bas? Voilà. On n'a pas eu d'informations sur ça. Alors, l'analyse que j'ai faite pour que nous comprenions. Normalement, s'il y a eu agression ou entrée des populations congolaises de manière agressive, d'aller voler des choses en Zambie, la Zambie soit aurait répliqué militairement, mais si la Zambie avait des relations avec le Congo, ce que je crois, il a dû normalement informer au minimum l'ambassadeur du Congo en Zambie, parce que dans tous nos pays limitrophes, on a des ambassadeurs. Et l'ambassadeur du Congo en Zambie, dans les minutes qui ont suivi, a informé le ministre des Affaires étrangères de cette chose très grave, une agression congolaise en Zambie. Et le ministre des Affaires étrangères aurait averti son président dans les 2 secondes qui ont suivi, réunion d'État pour régler ces problèmes-là. Le président aurait appelé le président de la Zambie pour dire « Cher frère, je m'occupe de cette situation-là, ça va être réglé dans les minutes qui suivent. »
j'envoie l'armée pour aller récupérer toutes les populations qui sont rentrées chez vous. Par exemple. Par exemple, ça aurait été une solution possible. Moi, je pose la question que dans les fameuses émissions qui sont passées, on n'a pas posé. Est-ce que l'ambassadeur du Congo en Zambie était au courant de cette situation-là? Parce que forcément, les Zambiens l'ont averti avant d'agir. Certainement que les Zambiens ayant peut-être averti, moi je donne un peu plus de crédit à ça, les Zambiens ayant peut-être averti les autorités congolaises qui n'ont pas réagi, parce que comme il n'y a pas d'État, aujourd'hui on s'occupe de l'affaire des Caméré et de Mukuna, et surtout on s'occupe à voler l'État, les deniers de l'État sans être vu. On n'a pas réagi, c'est pourquoi l'armée zambienne est venue régler le problème. Et l'armée zambienne aurait pu régler le problème en restant derrière ses frontières. Donc, s'il a dépassé les frontières, c'est certainement qu'il n'y a vraiment pas d'État au Congo. Et que, immédiatement, là, on a vu le pauvre député de ce coin pleurer comme un bébé, dire qu'il y a eu agression, tout ça, etc. Donc, moi, je dis deux choses. Si la Zambie a fait une agression pour récupérer des territoires au Congo, là, il y aura une réponse militaire immédiate, quel que soit le gouvernement qui va venir là. Si nous, on était au pouvoir, il n'y aurait pas eu ça. C'est pourquoi j'ai du mal à parler de ça, parce que mais je suis obligé pour qu'on se comprenne bien. Si nous avions eu un État, ces situations-là n'auraient pas existé. La plupart de ces situations-là. Mais comme on n'a pas d'État, on a une absence de l'État sur tout le territoire. Donc, ce genre de situations apparaissent comme des problèmes qui nous dépassent. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux choses à retenir dans cette affaire-là. Si la Zambie n'a jamais prévenu quelqu'un et est allé agresser le Congo, il faut une réponse militaire immédiate sans réfléchir. Après, quand on se serait tapé dessus, on va s'asseoir et la Zambie retourne chez eux, chez elle, l'armée zambienne. Si la Zambie avait prévenu une autorité, mais cette autorité a des éléments factuels qui peut mettre en avant aujourd'hui pour demander aux Zambiens soit de quitter le pays, en donnant par exemple un 24 heures pour quitter le pays, en envoyant l'armée congolaise pour surveiller, etc. Donc, nous sommes dans une situation à peu près inextricable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État parce que les occupants, tous ces Rwandais, n'ont pas besoin d'avoir un État organisé au Congo, un État fort au Congo, avec tous leurs complices. Et les complices qui sont derrière la Zambie sont aussi derrière eux. C'est une action qui pourrait tuer la même. Alors que, avec la présence d'un État congolais organisé, ça ne serait pas possible. Les pillages ne seront pas possibles. Mais rien que cette affaire-là, elle ne serait pas possible. La Zambie, c'est hasard de venir à attaquer le Congo si c'est le cas, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de répondant. Les Tutsis rwandais lui ont dit oui, tu peux venir, il n'y a personne. Et vous vous égosiez à dire ouais, les Zambiens ont agressé. Maintenant, attendez. Les Zambiens ont agressé, est-ce que vous avez une réponse militaire à leur donner? Si vous dites oui, avec quoi? C'est vous qui allez décider? Celui qui doit décider n'a rien fait. Son chef suprême qu'il prend pour Dieu n'a même pas envie que ça se fasse. Il a envie que la Zambie maintienne ces désordres-là. Et je finirai en disant que la Zambie, qui a un État respectable, ne peut pas s'engluer dans une situation où il servirait de prête-main aux Tutsis rwandais qui occupent le Congo en créant du désordre au Congo, simplement pour profiter d'une situation inextricable que nous vivons aujourd'hui. Tous les gens qui pensent qu'ils peuvent faire aujourd'hui des choses au Congo doivent savoir que le moment venu, même dans 20 ans, nous demanderons des comptes d'une manière ou d'une autre. On n'oubliera pas. C'est pourquoi je dis, il faut savoir raison garder. L'histoire qui s'est faite à l'Est, là, est une histoire qui est... Il y a une solution, soit militaire, soit diplomatique. Faut-il encore que nous ayons un État au Congo? On n'en a pas aujourd'hui. Celui qui doute, il peut m'appeler. Voilà pour ce sujet-là.
Je suis prêt à faire le débat avec CDQV, avec des éléments factuels. On va faire toutes les analyses qu'il faut et trouver une solution immédiate à appliquer. Deuxième chose, l'affaire Mukuna. L'affaire Mukuna est ubuesque. Ubuesque, pourquoi? Parce que à une époque, Mukuna a servi le pouvoir tutsi rwandais. On leur donnait le maximum de liberté pour créer des succursales d'églises partout, s'enrichir sous le dos des Congolais, avoir les moyens, pardon, les moyens que mettaient à disposition des pasteurs, des Tutsis rwandais, pour piquer cet opium-là aux Congolais qui ne soient pas du tout réactifs, qu'ils attendent que Dieu vienne les libérer. Moi, je respecte les croyances de chacun, mais là, on voit que ça ne peut pas être ça. On ne peut pas attendre que Dieu vienne nous libérer parce que, pour ce que je sais, il nous a donné l'intelligence et la force. Il faut qu'on l'utilise. Et là, on vous dit, dormez. Dormez, le petit. Papa Kabila et tout sur on s'occupe de tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Eh bien, on a servi ça. Et Mukuna se retrouve dans une situation où les gens qu'il a servis hier sont aujourd'hui devenus pour lui des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il sent le changement de vent venir et il veut se positionner. Comme ces gens-là sont très rancuniers, et qu'ils tiennent le Congo, donc ils sont en train de régler leur compte avec lui. Et Mukuna s'appuie sur la dernière chose qu'il pouvait faire, c'est montrer un certain patriotisme avec l'émission Éveil Congo créée par Dr Georges Alula et Wino Gino Will, pardon. Donc lui, il s'appuie sur cette émission, sur le concept de cette émission-là. Mais moi, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est que tout ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Quand tu n'as pas construit quelque chose, c'est compliqué de fois à mettre ça en avant. Mais il a mis ça en avant. Mais il n'a pas pris les soubassements nécessaires parce que là, il se retrouve tout seul. Je ne vois même pas ses ouailles aller le défendre. Mais ce qui est incompréhensible. Mais toute chose égale, je vous ai parlé de la situation de Mwanasemi. C'est pareil, j'ai dit, comment voulez-vous que M. Mukuna, citoyen congolais, soit mis en prison parce qu'il a porté plainte contre l'ancien président d'occupation tutsi rwandaise, Kabila, avec des accusations terribles contre lui. Et qu'est-ce qu'on lui met en face? On lui met en face une histoire, disons, de mœurs, ou une histoire mondaine, où lui, dans le cadre de son fonctionnement, a peut-être arraché un certain héritage qu'il ne veut pas rendre, et la dame l'accuse de l'avoir violé et de ne pas vouloir lui rendre l'héritage que lui a laissé son mari dans les titres de propriété. Mais ça, ce n'est pas une affaire qui regarde Kabila. Ce n'est pas une affaire qui regarde le chef de l'État du Congo. Pas du tout. C'est une affaire privée. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas cette affaire privée se terminer tout seul et que les partis se battent bien comme les chiffonniers par les avocats interposés? C'est une histoire de droit. Pourquoi est-ce que ça devient une histoire politique où on oblige, parce que le juge de la Gombe est un serviteur, à mettre Mukuna en prison? Donc la façon dont ils ont mis Mukuna en prison fera que d'ici que toute la procédure se fasse, Mukuna passera devant un juge, condamné, il ira en prison, comme vous avez vu le cas de Coutinho. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. Je dis à tous ceux qui veulent faire quelque chose comme Mukuna, s'attaquer à ces gens-là, prenez des soubassements avec la diaspora. Il y a des vrais costauds dans la diaspora qui peuvent après chanter pour vous. C'est-à-dire, bozwa, relation makasi na bato ya diaspora pour babetela bino lundembo sou bamekucha bino problème. Au moins, le monde sera au courant de la réalité de ce qui arrive. Mukuna, à coup sûr, va perdre. Pourquoi? Parce qu'il est entre les mains des gens qui ont fait une coalition contre lui.
Les juges ne le lâcheront pas parce que ces juges-là ont été nommés par Kabila. Voilà un peu cette réalité-là. Donc moi, je vous dis qu'il est très important qu'on médite un peu sur ça et qu'on se dise que la seule réponse possible qu'on doit donner au Congolais aujourd'hui, c'est le changement de régime au Congo par tous les moyens parce que ce système-là ne peut plus continuer. Changement de régime veut dire tous ceux qui ont servi avec Kabila, tous ceux qui servent Kabila, tous ceux qui ont été nommés par Kabila ou par le système Kabila-Kagame doivent dégager. Si ça, c'est pas fait, le Congo n'est pas sorti de l'auberge. Mais nous pensons que ça, c'est possible d'être fait. C'est possible d'être fait. Nous savons comment, mais il faut qu'il y ait ces changements, mais changement de régime. Et le peuple congolais est le premier moteur pour qu'on obtienne ces changements de régime le plus rapidement pour changer. La Zambie ne viendrait pas faire ça au Congo si on avait un État comme nous le pensons. Djunga Podiampolo, Pene Djunga, Pene Longengo, président de Unique France, nous sommes avec Dr Georges Alula. Je vous remercie.